Nous poursuivons ce colloque Nouveaux consommateurs, nouvelle supply chain avec un expert. Bonjour, Bertrand Chavrier. Bonjour. Vous êtes directeur du développement de Celog Solutions, logisticien, spécialiste du e-commerce et de la distribution, spécialisé dans la logistique, le stockage, la livraison de vêtements, chaussures, maroquinerie, du luxe aussi, pour des marques comme Damar, Eden Park, Veja, VP ou encore Cash. Bertrand, retour en arrière. Il y a plus d'un an, mars 2020, premier confinement, fermeture des magasins qui engendre une transformation omniviolente de votre activité et de votre organisation. Concrètement, qu'est-ce qui se passe chez vous ? Alors, effectivement, la fermeture des magasins et le confinement a déclenché de nombreuses réactions en chaîne. Alors, le groupe pour lequel nous travaillons, le groupe Beaumanoir, en fait, nous sommes une filiale du groupe Beaumanoir. Ce groupe avait à l'époque déjà plusieurs centaines de magasins en Chine, et donc nous étions préparés à cette crise, puisque nous l'avions déjà vécu quelques mois auparavant sur ce territoire. Et donc assez rapidement, on a tout de suite pris très au sérieux ce qui se passait. Et nous avons déclenché tout de suite la fermeture de nos entrepôts par précaution, histoire de pouvoir s'organiser pour une réouverture très rapide. Donc le souhait a été de fermer pour mettre en place un protocole et accueillir nos équipes et notre personnel dans des bonnes conditions. Ça, c'était le principal, c'était préserver la santé de nos salariés. Et puis, la deuxième priorité immédiate, c'était évidemment pouvoir continuer de travailler au profit de nos clients qui eux-mêmes attendaient à ce qu'on puisse s'organiser pour rapidement continuer d'envoyer leurs marchandises et leur permettre de survivre à cette crise. Et le e-commerce a explosé durant cette période. Vous évoquez quoi, 70%? Plus 70%? Oui, on a fini l'année avec 70% de croissance. Alors c'est un petit peu au-dessus des moyennes du secteur. On a vécu... on a trois types de clients. On a des clients qui font de l'omnicanal, qui font vraiment tous les canaux de distribution et qui avaient déjà ce canal e-commerce ouvert qui a littéralement explosé puisque ces entreprises-là ont aussi mis les moyens sur ce canal-là. On a des clients qui font du wholesale et qui avaient déjà vendu leur collection et qui, eux, entre guillemets, étaient à l'abri à court terme. La complexité arrivera pour eux après, puisque en fait, leurs clients se sont retrouvés avec des magasins fermés et donc des problèmes de trésorerie, etc. Donc, pour eux, c'était à court terme moins difficile. Et puis ceux qui ne vivaient que du retail, alors ceux-là ont été obligés de très rapidement enclencher des solutions e-commerce tout de suite, en fait, parce que c'était le seul moyen de vendre leurs marchandises. Alors, il y avait des clients qui étaient prêts, on l'a compris, mais d'autres un peu à la rue, pour lesquels, d'ailleurs, le e-commerce était presque conceptuel, quoi. Oui, alors, il y a de très belles marques qui avaient un site e-commerce parce que c'était une question de visibilité aussi, et puis ça représentait l'avenir. Alors, c'est ce qu'on se dit un peu dans notre secteur d'activité. La pandémie nous a fait gagner quasiment 5 ans de croissance e-commerce. Ceux qui étaient en train de se préparer à l'avenir se sont retrouvés dans l'avenir du jour au lendemain et il a fallu accélérer, en fait. Donc vous avez réorganisé vos plateformes à la réouverture, toutes les zones de travail, c'est un boulot énorme. Oui, ça a été un gros travail de nos équipes qui ont été très réactives et puis d'ailleurs on peut saluer, moi en tout cas je salue leur travail parce qu'il a fallu automatiquement réorganiser une activité concentrée sur des grosses commandes pour des magasins vers une activité de très très nombreuses commandes avec peu de pièces finalement. Donc c'est pas du tout le même métier. Donc cette transformation on l'a opérée nous depuis plusieurs années, progressivement. Mais là il a fallu pendant cette période-là entre guillemets ne faire que ça parce qu'on a quand même continué de recevoir de la marchandise d'ailleurs de nombreux endroits dans le monde, de l'autre bout du monde. Donc on a continué de réceptionner la marchandise de nos clients qui étaient en route sur des bateaux, des trains, des camions, des avions. Et puis on s'est préparé à la réouverture aussi. On savait pas trop quand est-ce qu'on allait réouvrir au premier confinement, parce que c'était repoussé systématiquement. Et puis il a fallu aussi... parce que le e-commerce était toujours très présent et cette croissance a été exponentielle. Donc c'est-à-dire qu'on ne savait pas trop quand ça allait s'arrêter. Et par contre, tous nos clients attendaient aussi avec impatience la réouverture des parcs de magasins. Et vous pouvez imaginer que voilà, quand on rentre en confinement au début du printemps et qu'on rouvre les magasins en plein été, la collection ne convient plus. Donc il a fallu aussi réorganiser le rapatriement de marchandises de nos clients vers nos entrepôts et en même temps renvoyer la marchandise des collections, puisque voilà, on était dans le plein été. En fait.
vous deviez être hyper sollicité, notamment par de nouveaux clients qui avaient besoin de vous. Comment avez-vous réagi? Oui, alors ça, c'était un petit peu la panique. Clairement, notre priorité à nous était de se concentrer sur les besoins de nos clients existants. C'est-à-dire qu'on travaille aujourd'hui avec à peu près une trentaine de marques et celles-là nous ont sollicité comme jamais. C'est-à-dire qu'on nous a demandé une agilité hors norme, avec une maîtrise des coûts évidemment très pointue et des projets de transformation un peu fous. Donc toutes nos ressources ont été mobilisées pour cela. Et puis, en parallèle de cela, nous n'avions pas beaucoup de temps pour intégrer de nouveaux clients. Néanmoins, nous avions déjà des projets d'intégration de nouveaux clients qui étaient en cours. Et en plus de cela, on a été littéralement harcelé d'entreprises qui avaient soit un besoin de mettre en place une logistique e-commerce à court terme. Et quand je dis à court terme, c'est en moins de 2 mois, donc c'est très très rapide dans notre métier. Ou alors, on a eu aussi des sollicitations d'entreprises qui voulaient démarrer des activités. J'ai été appelé par de nombreuses personnes qui voulaient faire un coup oui, en produisant des masques. Exactement, j'en ai eu énormément en fait. Donc ils ont été... comment vous les avez gérés ces potentiels nouveaux... Vous en avez pris quelques-uns quand même ou Non, en fait, on a continué de discuter avec les entreprises qui elles-mêmes avaient déjà un projet, qui nous avaient déjà contactés. Et pour elles, ces projets se sont accélérés. Souvent, on est contacté par des entreprises qui ont une logistique qui est un petit peu essoufflée, qui n'est plus adaptée à la taille de leur propre entreprise ou à leur croissance, ou alors qui ne sait pas faire tous les canaux de distribution. Et donc, il y a des logisticiens qui savent très bien faire du B2B, mais pas du e-commerce, par exemple. Bon, typiquement, dans ces cas-là, ça devient tellement important, le e-commerce, qu'il faut changer. Donc, quand vous avez une supply chain qui est en train de trembler et qui montre des signes de faiblesse, et que vous vous retrouvez dans cette crise-là, on peut plus continuer, en fait. Ces entreprises-là, elles ont compris, malheureusement trop tard, et à ce moment-là, qu'il leur fallait, pour exister à l'avenir, une supply chain efficace. Voilà. C'est une sursollicitation qui a aussi provoqué chez vous, malheureusement, un ralentissement de votre développement à vous, pour le coup, puisque vous occupiez beaucoup de vos clients. Oui, c'est très frustrant, parce qu'on a... à ce moment-là, on a été très sollicité, puisque nous étions très visibles dans notre secteur d'activité. Donc c'est un secteur d'activité qui est très particulier. On travaille vraiment dans l'univers de la mode. Les sollicitations venaient de toutes parts, et en même temps, nous avions tellement de sollicitations en interne pour nos propres clients que, évidemment, nous avons choisi nos clients. On ne pouvait pas leur tourner le dos juste par opportunité business pour aller chercher de la croissance à tout prix et absolument. Ça aurait été très dangereux, d'une part, parce qu'on se serait mis en danger parce qu'on n'avait pas les ressources pour faire tout ça. Et en plus de ça, nos clients n'auraient pas beaucoup apprécié. Il y a des chaînes de vêtements, des marques qui souffrent. Certaines ont fermé des magasins. Est-ce que vous avez perdu des clients ? Malheureusement, oui. Alors, je ne pourrais pas les citer, mais on a 2-3 clients qui ont eu des grosses difficultés financières et qui étaient en fragilité et que cette crise n'a pas arrangé, en fait. Et à côté de cela, on a des sollicitations. Ce qui est fou dans cette crise, c'est que il y a des sociétés qui sont sur un modèle qui était un petit peu essoufflé et qui ont beaucoup souffert de cette crise. Et puis en même temps, il y a d'autres sociétés dans la mode qui étaient déjà dans des nouveaux business, je dirais. On en a parlé tout à l'heure. Il y a beaucoup de sujets RSE en ce moment dans les entreprises. Donc tout ce qui va être traçabilité, sourcing proche, éco-responsabilité, responsabilité tout simplement. Bon, ces entreprises-là n'ont jamais eu autant le vent en poupe. Et celles qui étaient en plus très digitalisées ont profité de cette croissance phénoménale du e-commerce en 2020. La gestion des retours, les retours ont aussi explosé. Ça, c'est compliqué. Il y a beaucoup de manutes, il y a beaucoup de... La ligne est compliquée à gérer. Alors forcément, quand il y a plus de e-commerce, il y a plus de retours. Oui, alors... de façon mécanique, quand vous avez 70% de croissance e-commerce, vous avez en théorie 70% de croissance sur les retours e-commerce. Il y a eu aussi beaucoup de nouveaux e-shoppers. Donc je pense qu'il y
il y a eu un petit peu plus de retour e-commerce aussi à cause de cela. Il faut quand même savoir que le e-commerce, quand il sort d'un entrepôt vers un client, il est plus facile à gérer que l'inverse. Quand vous recevez des retours e-commerce, On entend un petit bruit sur le plateau assez désagréable, si on pouvait couper les retours. Merci. Merci. Quand vous avez des retours e-commerce, en fait, ça prend beaucoup plus de temps parce que les colis ne sont pas tous homogènes. Ils ont été rescotchés, ils ne sont pas forcément emballés dans l'emballage d'origine. Et puis, il faut évidemment contrôler la marchandise pour voir si le produit a été porté, si il a toujours son code barre. Donc, tout cela est assez complexe à gérer. Donc, tout à l'heure, on parlait de la transformation des zones. Il y a évidemment la transformation des zones. On a été obligé de s'équiper de nouveaux meubles e-commerce, de réhabiliter des zones pour faire du e-commerce. Et puis, la zone des retours, elle a été aussi elle-même augmentée. Donc, voilà, les retours e-commerce, c'était un vrai sujet. Par contre, on a eu aussi beaucoup de retours du retail, mais des magasins, comme je vous le disais tout à l'heure. Ça a décalé la fin des saisons, quoi. Aussi. Oui, enfin, je ne sais même plus si on peut parler de saison, parce que voilà, ce qui était important pour les marques, et qui n'a pas été compris tout de suite, je pense aussi par l'ensemble des marques, c'est que cette marchandise qui était bloquée en magasin, il a fallu en faire quelque chose. Quand vous avez avancé de la trésorerie pour mettre de la marchandise en magasin et que vous savez qu'elle ne va pas se vendre et que vous allez rater la saison, il faut quand même se rappeler qu'un produit dans la mode, ça dure entre 8 et 10 semaines, c'est la période de vente. Donc clairement, le confinement, tout était fermé, donc cette marchandise-là, elle était foutue pour l'année, et donc les marques ont rapatrié cette marchandise pour la remettre en stock, pour la garder pour l'année d'après, parce que bon, finalement un an c'est encore raisonnable, et puis c'était de la marchandise neuve, jamais portée, jamais manipulée, jamais présentée. Et puis vous avez aussi tous ces retours de saison, parfois certaines marques, et notamment des opérateurs comme VP ont proposé à des marques de faire de la collecte dans les magasins pour rapatrier cette marchandise, la reconditionner, la remettre en vente immédiatement. Ce qui permettait de vendre la marchandise qui était bloquée en magasin. Ouais. Alors, il y a d'autres blocages, hein. Ce sont les produits qui viennent de loin, d'Asie par exemple. On l'a vu encore récemment avec le blocage du canal de Suez. Est-ce que ça fait réfléchir vos clients pour éventuellement aménager ou penser à des zones de production plus proches de chez nous? Alors, j'imagine que ça fait réfléchir nos clients. En tout cas, nous, on s'attend à ce que tout change dans les années à venir. Tout change. Clairement, en termes de sourcing, oui, on a connu dans les années 70, 80, 90 un sourcing dans la mode, surtout dans la mode accessible qui s'est détourné et qui est parti vers l'Asie du Sud-Est, beaucoup. Après, il y a tout le bassin méditerranéen, évidemment, qui est plus proche, voilà, avec des délais d'approvisionnement plus courts. Mais clairement, on a eu des usines voilà, sur le marché du textile. Il y a des usines qui ont fermé en Inde, d'abord en Chine, et puis après, il y a eu l'Inde, le Bangladesh, et puis après, évidemment, il y en a eu en Turquie, au Maroc, un petit peu partout. Donc, ce qui s'est passé, c'est que les entreprises se sont retrouvées avec un stock invendu à court terme, avec un stock qui augmente, hein, donc avec nos entrepôts qui étaient saturés de stock. Et puis à moyen long terme, finalement, c'était l'inverse. On s'est retrouvé avec des approvisionnements bloqués et donc avec une crainte de ces mêmes marques d'avoir pour les réouvertures des magasins une baisse du niveau de stock de saison. Donc être en danger comme ça à deux reprises systématiquement, je pense que ça doit leur faire se poser énormément de questions sur le sourcing. Et le sourcing qui est plus proche est peut-être plus cher, hein. Il y a beaucoup d'usines au Portugal, par exemple, ou en Italie, ou dans les pays de l'Est. Ce sourcing, même s'il est plus proche, il vous permet d'adapter vos achats, et pas 6 mois, 9 mois à l'avance, mais peut-être 2 ou 3 mois à l'avance, qui vous permet d'ajuster un petit peu en fonction de votre besoin et de vos prévisions de vente. Et même si c'est plus cher, il est plus facile d'aller les chercher en camion que d'aller les chercher en avion ou en bateau. Moins d'avions. Peut-être. Alors évidemment, l'avion, c'est pas très économique. Néanmoins, les bateaux ont été assez rapidement bloqués. Et donc, les prix du fret aérien ont littéralement explosé. Ceux du bateau aussi, mais voilà, c'était un petit peu la course et la guerre pour pouvoir rapatrier sa marchandise. Bon, on l'a bien compris, la vente en ligne explose. Alors, le retail est mort ? Alors non, le retail, ça fait des années qu'on dit que le retail c'est fini, parce que le e-commerce va tout prendre. Les meilleures entreprises qui font de l'omnicanal arrivent à faire jusqu'à 20, 30, parfois même 40% de leurs ventes sur le e-commerce.
Le retail, il ne faut pas oublier qu'on est dans la mode, c'est un achat plaisir, et les produits, il est quand même assez intéressant de pouvoir les voir, de les toucher, de les essayer. Donc le digital ne pourra jamais remplacer ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on parle vraiment d'omnicanal, de magasins connectés. Voilà, on ne peut pas faire l'un sans l'autre, hein. Quand vous achetez sur un site internet, c'est intéressant de pouvoir revenir en magasin pour rendre votre article ou pour prendre la taille du dessus, la taille du dessous. Et puis le retail se réinvente régulièrement et le retail s'est toujours réinventé. Donc je n'ai aucun doute là-dessus. C'est mon avis personnel, bien sûr, mais le e-commerce sera toujours un complément. Et vous verrez aussi que ça se démocratisera un jour, mais on pourra commander de la marchandise qui sera soit dans un entrepôt et vous serez livré comme aujourd'hui, ou soit dans un magasin qui sera un magasin à côté de chez vous. Et voilà, peut-être que quand le transport sera accessible, en termes de prix, on pourra livrer directement de nos magasins. Vous parliez de l'essayage, petite parenthèse. Quel est d'ailleurs les articles les plus retournés? Les catégories de vêtements? Je pense qu'il n'y a pas de règle en fait, hein. Ça dépend vraiment des marques aussi. Vous savez, on dit toujours qu'il y a des marques qui taillent bien et d'autres qui taillent petit. Donc voilà, je pense que n'importe quel consommateur peut se tromper. Il n'y a pas de règle pour ça. Qu'est-ce que vous avez appris, vous, finalement, de ce moment dingue là, que l'on a vécu cette dernière année? Alors je souris parce que je pense à toutes les épreuves qu'on a dû rencontrer et ce qu'on a appris, c'est que... Alors déjà, ce qu'on a appris, nous, en interne, dans notre entreprise, c'est que on a réussi à surmonter tous ces obstacles et ça montre à quel point l'esprit d'équipe et de coopération en interne et les valeurs d'entreprise sont importantes. On a appris aussi que notre relation avec nos clients est une vraie relation de partenariat ou n'est pas une relation. C'est-à-dire que dans ces moments-là, il est important de travailler en toute transparence, de se retrousser les manches à deux, hein, notre client et nous, pour trouver des solutions ensemble. Évidemment, ça nous a appris que l'agilité était très importante dans notre métier. On le savait déjà, mais là, on a été confronté à quelque chose de soudain et d'assez violent, et il a fallu tout changer du jour au lendemain. Et puis, ça nous a conforté quelque part dans notre métier. C'est un métier qui est... La logistique, c'est un métier qui était un petit peu dans l'ombre depuis quelques années, qui sortait de l'ombre progressivement, parce qu'on voyait bien que ce métier-là devenait très important d'un point de vue financier pour les entreprises, d'un point de vue commercial aussi. Vous connaissez certainement les termes, le bon produit au bon moment, au bon prix, dans les bonnes quantités. Ça n'a jamais été aussi vrai que maintenant. Et n'importe quelle entreprise qui a du succès depuis plusieurs années a obligatoirement une supply chain très très bien organisée. Et celles qui n'en avaient pas ont trébuché pendant cette crise. Donc finalement, c'est un métier qui est enfin un peu mis en lumière, en tout cas dans les métiers de la mode, et qui a été justement remise au milieu de la place du village. Il y a une question pour vous, Bertrand, une question de Eric sur le chat. Comment avez-vous associé à votre évolution logistique ceux qui assurent physiquement la distribution ou le retour de vos produits, les transporteurs? Alors, les transporteurs... les transporteurs sont pour nous des partenaires plus qu'importants, puisque nous-mêmes, nous n'avons aucun camion, donc nous sous-traitons cette partie. Nous avons une équipe d'experts au sein de CELOG, à peu près une vingtaine de personnes. On va encore embaucher 8 personnes cette année dans le transport. Et j'associe cela à toute la partie informatique aussi, transport, qui est très importante, puisqu'aujourd'hui, on a besoin d'avoir de la traçabilité pour être agile dans notre supply chain. Donc les transporteurs sont des partenaires. Nous travaillons avec la plupart des transporteurs existants. Évidemment, on s'est retrouvé confronté au même problème que tout le monde, c'est-à-dire que il y a eu une pénurie de chauffeurs à un certain moment. Ces entreprises de transport ont subi aussi une pression très soudaine sur des flux e-commerce, donc la livraison à domicile. Il a fallu un petit peu jouer des coudes pour pouvoir organiser nous-mêmes notre propre transport, trouver des solutions pour continuer de livrer. Alors on a eu des délais de transport qui se sont allongés. Les consommateurs ont accepté ces délais de transport, mais il a bien fallu qu'on reste assez raisonnable quand même. On ne pouvait pas passer d'une livraison en 24-48 heures à une livraison en 1 mois. Donc on s'est adapté. Et puis, moi, en tout cas, ce que j'ai vu à cette période-là, c'est que voilà, on a beaucoup applaudi le milieu médical, les infirmiers, tous les docteurs qui ont été des vrais héros de cette crise.
Et dans notre métier, on a beaucoup applaudi les chauffeurs routiers, les sociétés de transport qui ont travaillé dans des conditions très très difficiles, avec des aires d'autoroute souvent fermées, avec des horaires qui n'en sont plus. Ils étaient aussi en première ligne. Ils étaient clairement en première ligne et heureusement que nos sociétés de transport en France ont été solides. Merci beaucoup Bertrand Chabrier, directeur du développement de Celog Solutions, d'avoir participé à cette matinée. On enchaîne avec la dernière partie.